Je me présente, je suis Denis Barrette, je suis un formateur en développement personnel. Je travaille majoritairement avec des professionnels et des entreprises. J'ai un mentor. Mon mentor, c'est Bob Proctor. Puis, j'utilise les méthodes que Bob Proctor enseigne pour les transférer aux gens. Qui est Bob Proctor? Bien, si vous avez vu le film Le Secret, ou bien si vous avez lu le livre Le Secret, Bob Proctor est un des enseignants acclamés qu'on retrouve dans Le Secret. Mais Le Secret, c'est seulement une petite partie de Bob Proctor. Voyez-vous, ça fait 50 années que Bob étudie le comportement humain. Puis ça fait 40 années qu'il l'enseigne. Et puis, ce que j'ai découvert lorsque j'étais un de ses étudiants, c'est qu'est-ce que je faisais dans la vie pour réussir. Souvent, je m'étonnais. Les gens me disaient, pendant que je grandissais, « Toi, tu dois avoir une bonne étoile. Tout fonctionne. » Puis, je ne comprenais absolument pas de quoi les gens parlaient, parce que pour moi, c'était mon naturel. Étudier à l'école, je trouvais que c'était une perte de temps. Travailler difficilement, je trouvais que c'était une perte de temps. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais à chaque fois. Puis, lorsque Michel m'a invité à venir ici ce soir faire une petite capsule, j'étais très agréable à le faire parce que Michel Aubé fait partie de cette catégorie-là. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans votre entourage. Il y a des gens qui font rien. Tout marche. Pour ceux-là qui sont obligés d'étudier pour réussir à faire quelque chose, de travailler dur, c'est vraiment frustrant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis on aimerait tellement savoir ça. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on fait partie de la première catégorie, ceux qui donnent l'aisance, hein, c'est facile. On ne comprend pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait, on pense que c'est notre normal. Michel fait partie de cette catégorie-là. Michel se donne un objectif, puis il le poursuit, puis il le réalise. Il ne donne pas deux pensées à comment ce qu'il a fait pour le faire, il fait juste l'accepter, c'est parfait. Puis Michel s'aperçoit, à mesure qu'il grandit, que ce phénomène-là, il est capable de le répéter sur tout ce qu'il fait. Bien, ce soir, je veux vous parler de ça. Je veux vous parler là, de pensée. Lorsqu'on parle de l'esprit, on ne parle pas de l'esprit, le côté théologique, on parle vraiment de l'esprit, le côté de la personne qui réfléchit. Penser. Il existe une manière de penser qui va vous donner n'importe quoi. Ce qui est intéressant, cette manière de penser-là, vous l'utilisez déjà aujourd'hui. Cette manière de penser-là vous donne vos résultats actuels. La grande différence, c'est est-ce que vous êtes conscient dans votre utilisation de cette manière de penser. C'est là que les pièces du casse-tête commencent à s'assembler. C'est lorsqu'on comprend qu'est-ce qui se produit. Fait que le problème qu'on a avec notre société, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème, il y a un manque de compréhension de ce qu'on peut faire. On vit dans un état d'ignorance pour la plupart d'entre nous, jusqu'au jour où on commence à comprendre qu'est-ce qui s'est produit. Il y a deux choses qu'on doit savoir pour réussir dans notre vie. La première, où est-ce qu'on est? La seconde, la destination qu'on a choisie. Ça semble si facile, pourtant on ne comprend pas. Comment se fait-il que les gens sont coincés? Tout le monde nous a enseigné qu'on doit avoir des objectifs. Fait que depuis qu'on grandit, ça prend un but, il faut que tu te donnes une destination, il faut que tu puisses aller à quelque part. On se choisit tous un objectif, pourtant on ne l'atteint pas tout le temps. La difficulté, ce n'est pas notre objectif, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est. On ne sait pas où est-ce qu'on est parce qu'on ne réalise pas qu'on possède un paradigme qui nous empêche de nous rendre à notre destination. Puis, lorsqu'on commence à le comprendre, on va chasser les éléments de notre paradigme qui ne nous servent pas pour les remplacer par des éléments qui vont venir nous aider. Les paradigmes forment notre logique. Ça devient intéressant, ça. Parce que ce que je crois étant logique aujourd'hui, c'est quelque chose qui provient de mes croyances. À mesure que mes croyances vont changer, ma logique va changer. Pour la même raison qu'il y a déjà été un temps, c'était pas logique de voler dans les airs. Pourtant, il y a deux mécaniciens de bicyclette, les frères Wright, qu'eux avaient décidé que pour eux, c'était logique pour l'humain de prendre vol dans les airs, puis ils ont fait l'avion. Encore plus intéressant,
les paradigmes forment notre perception. C'est écoulé 4 années entre le moment où les frères Wright ont fait leur premier vol, puis où la société a accepté que le vol avait eu lieu. Parce que dans la perception des gens de cette époque-là, les gens ne voulaient pas croire que c'était possible, même si ça l'avait été fait. Les paradigmes contrôlent notre temps. Par conséquent, contrôlent notre efficacité, contrôlent notre productivité, puis contrôlent notre capacité de gagner de l'argent. C'est sûr que lorsque il y a quelque chose d'autre qui me contrôle, mes objectifs, soudainement, deviennent plus difficiles à atteindre. Que sont nos paradigmes? C'est quoi ça, un paradigme? Pour la majorité des gens, c'est un mot qui est étrange. Bien, tout simplement dit, les paradigmes sont une multitude d'habitudes que l'on possède, une multitude de croyances. Puis, en plus, ce ne sont même pas les nôtres. Ce sont des croyances qui proviennent d'autres personnes, de notre environnement, qui nous ont été transmises d'une génération à l'autre. C'est intéressant. Dès la naissance, nous avons déjà reçu une programmation génétique. C'est pour cette même raison qu'on ressemble à un parent. Si ce n'est pas notre parent immédiat, ça va être un parent qui est plus loin dans notre arbre généalogique. Mais cette programmation génétique-là a lieu. Ensuite, notre environnement va nous alimenter avec notre paradigme. De 0 à 6 ans, un enfant va commencer à adopter la majorité de son comportement de l'environnement où il vit. Puis ensuite, l'environnement que l'on va choisir va continuer à alimenter notre paradigme. Heureusement pour nous, en tant qu'humains, nous possédons un esprit qui nous permet de réfléchir et de choisir et de modifier qu'est-ce qui ne nous sert pas. C'est pour ça que J.B. Ryan a cité que l'esprit est le plus grand pouvoir de la création. Alors, armés de notre esprit, nous allons changer notre vie. Pour être capable de faire cela, nous devons savoir que nous pensons en image. Ça, c'est un phénomène de l'être humain. Si vous vous arrêtez un instant puis vous commencez à penser à un être cher, l'image de cette personne-là, ou l'essence de l'image apparaît sur l'écran de votre esprit. Ce n'est pas une image en haute définition ou en 3D comme le téléviseur nous propose, mais il en demande néanmoins que cette image-là apparaît. Si je pense à m'acheter une nouvelle automobile, puis je commence à rêver à un certain modèle, je commence déjà à la voir sur l'écran de mon esprit. C'est parce que je réfléchis en image. Tout le monde réfléchit en image. Qu'on le fasse consciemment, inconsciemment, c'est la manière que les êtres humains réfléchissent. Si on veut parler de l'esprit, alors on a besoin d'une image. Puis pour ce faire, je vous propose le petit graphique magique. C'est comme ça qu'on y fait référence. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiropraticien en 1934 qui voulait expliquer à ses patients qu'il existait une relation entre les pensées qu'ils entretenaient, puis les malaises physiques qu'ils avaient. Il s'est vite aperçu que pas d'image, les humains ne pouvaient pas comprendre. Avez-vous déjà été dans une conversation avec quelqu'un, la personne vous regarde et dit « je ne comprends pas ». Lorsque ça se produit, ça ne veut pas dire que cette personne-là est bouchée. Ça veut tout simplement dire que vos propos ne lui ont pas causé à produire une image. C'est tout simplement un indice que vous devez utiliser des mots différents pour être capable de faire passer votre message. De cette manière, vous venez de construire une image puis de lui transmettre. Si vous voulez, par contre, travailler avec votre esprit, vous allez devoir utiliser une image. L'esprit n'est pas une chose, l'esprit c'est une activité. Mais j'ai quand même besoin d'une image. Ce graphique-là sert à vous donner du sens à votre esprit. Ça devient intéressant parce que la majorité des gens qui voient ce dessin-là ont un petit sourire en coin, puis ils vont dire « ça y est, Denis l'a échappé, il est rendu avec des personnes allumées ». Lorsque les gens commencent à comprendre comment utiliser ce petit dessin-là, c'est alors que j'entends les « aha », là je comprends. Mon esprit, c'est le grand cercle. Le corps, c'est le plus petit cercle. Ça devient intéressant. L'esprit est en fait le moteur. Le corps est tout simplement l'outil de l'esprit. Nous allons séparer l'esprit en 2 parties. L'esprit a plus que 2 parties, mais on va se concentrer sur seulement 2 aspects. On va se concentrer sur l'esprit conscient, puis ensuite on va se concentrer sur le subconscient.
Notre esprit conscient, c'est notre esprit qui pense. C'est avec ça qu'on réfléchit. Notre esprit subconscient, ça, c'est notre aspect émotif. Lui prend nos pensées et lui transforme en émotions. Ce qu'on se doit de savoir, c'est que la majorité des actions que l'on prend sont des actions qui proviennent de notre subconscient. C'est notre subconscient qui est en contrôle de notre comportement. Puis ça, on va l'explorer plus profondément ce soir. Alors, je choisis mes pensées. Mes pensées vont me causer des émotions. Ces émotions-là vont être exprimées en action. Puis vos actions vont produire vos résultats. Ça ici, c'est vraiment ce qui se produit. Une personne pense à quelque chose, ça cause une émotion, puis son corps se met en action.